En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Nous recevons ce matin Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et également animateur de la droite sociale, ce courant de l'UMP. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Alors avec Mickaël Zamès de Public Sénat, nous allons bien sûr commencer par parler de l'accord intervenu cette nuit à 4h du matin à Bruxelles. Est-ce que ça y est, on peut dire que l'Europe est sauvée? D'abord, feuille de route remplie. Il y avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de soulager la pression sur la Grèce. C'est l'effacement d'une partie de sa dette qui pèse sur les banques. Le deuxième objectif, c'était la recapitalisation, un programme de recapitalisation des banques, objectif rempli. Et le troisième, c'était le renforcement du Fonds européen. Donc on a les 3 objectifs qui sont remplis. Je crois surtout ce qui a impressionné sur le déroulé de la nuit, c'est l'énergie et la détermination qui ont été celles de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Et c'est cette énergie et cette détermination qui a porté sur les fonds baptismaux l'accord de la nuit. Mickaël, véritablement, l'Europe aurait pu, cette nuit, s'effondrer s'il n'y avait pas eu d'accord? Ou est-ce qu'on a un petit peu eu peur pour rien, finalement? Ah non, on n'a pas du tout eu peur pour rien. Je crois que vous avez vu, y compris, qu'au milieu de la nuit, le président de la République, la chancelière, ont été obligés de faire une négociation qui a été très sportive. Avec les banques. Les banques sont les grands perdants. Non, je crois qu'il faut absolument résister à cette tentation de faire des perdants et des gagnants. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si la zone euro respire mieux ce matin, c'est grâce à la détermination dont on fait preuve ensemble, et je dis bien ensemble, et Angela Merkel et le président de la République. Et je crois que c'est de ce point de vue, ça force le respect. On a une zone euro qui était face à des grands dangers, qui était sur une ligne de crête qui était très difficile, et qui a été capable de faire émerger un intérêt général européen. Ça demande des efforts à tout le monde. Ça a supposé de renforcer le fonds européen, ça suppose des efforts des banques, ça suppose une logique de recapitalisation, mais à l'arrivée, ce matin, on respire mieux. alors vous savez que l'actualité ne laisse pas de répit et que maintenant que l'accord est obtenu à Bruxelles, tout le monde se dit quelle va être la facture, et notamment en France, qui va payer et est-ce que les Français vont devoir être mis à contribution pour à la fois éponger la dette grecque, renflouer les banques et puis assumer le coût de l'austérité qui va découler de cet accord? D'abord, vous savez, et puis ce soir, le président de la République interviendra dessus. Ce qui est très important sur ce sujet, c'est qu'on a affaire à des problèmes qui nous semblent très macroéconomiques, très loin. Et ce qui est très important que les Français comprennent, notamment en regardant ce qui se passe en Grèce, au Portugal, en Espagne, c'est que si on ne prend pas les bonnes mesures, ils peuvent être impactés au cœur de leur vie quotidienne. Je rappelle juste qu'en Grèce, il y a eu des baisses de salaire de 20%. Pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires. Qu'il y a eu des baisses des retraites. Qu'aujourd'hui, ça n'est pas arrivé en France. Et pourquoi ça n'est pas arrivé? Ça peut arriver? Non, évidemment que non. Pourquoi est-ce que ça n'est pas arrivé? Ça n'est pas arrivé parce que nous, on avait anticipé. Qu'on avait fait les réformes qui étaient nécessaires. La RGPP, qui est douloureuse, que personne n'aime vraiment. Mais ça nous a protégés. Alors, la RGPP, il faut juste le rappeler, c'est la révision générale des politiques publiques. Vous avez raison de me rappeler là-dessus. Grosso modo, c'est la réforme de l'État, moins de dépenses publiques. La réforme des retraites, qui est une réforme douloureuse, qui suppose du courage politique, qui n'est pas très populaire, ça a permis de nous protéger. Essayer de revoir la carte militaire, la carte judiciaire. C'est toutes ces réformes additionnées depuis 4 ans qui nous ont protégés. Et c'est là, juste, pardonnez-moi, où il y a quand même une irresponsabilité de la part du Parti socialiste. Toutes ces réformes, il les a critiquées. Toutes ces réformes ont été attaquées et critiquées par les socialistes, y compris celle qui a été portée dans mon domaine, l'autonomie des universités. Ces réformes n'auraient pas été faites. Aujourd'hui, la France n'aurait pas été crédible et on aurait été dans la situation des pays voisins qui sont dans une situation très difficile. Ce soir, le président de la République va s'exprimer et tout le monde l'a dit, en tout cas à droite. On attendait le résultat du sommet européen. Ça y est, le sommet européen est terminé. Est-ce que ce soir, Nicolas Sarkozy va annoncer un plan de rigueur? Vous savez, je l'ai observé depuis maintenant 2 mois. Toute son énergie a été entièrement concentrée sur la réussite de ce sommet. Et d'ailleurs, il n'a très peu parlé. Il s'est très très peu exprimé. Pourquoi? Parce qu'il a mis en priorité le temps de l'action. Maintenant, il y a un grand besoin d'explication. Et l'émission de ce soir, c'est d'abord le temps de l'explication. Mais c'est très important, parce que j'ai vu d'autres personnes qui ont confondu les tempos et qui, eux, ont mis beaucoup de communication avant l'action. L'explication, certes, mais il va falloir peut-être donner quelques chiffres. Je pense par exemple à tous les donneurs de leçons qu'on a pu avoir du côté de Hollande, de Martine Aubry, de Montebourg, qui sont tous allés de leurs petites propositions. C'est des domaines qui mettent chaque politique face à sa responsabilité et son devoir d'intérêt général. Voilà, je crois qu'il y a des sujets où on peut avoir des affrontements.
il y a des sujets où les tempos de crise nécessitent que la classe Mais il politique y a des faits française soit concrets, Laurent rassemblée. Wauquiez, la croissance qui va baisser à 0,9%, peut-être 1% au maximum. Il va falloir donc revoir le budget, le collectif budgétaire sûrement dans les prochaines semaines. C'est pas un tabou. C'est clairement pas un tabou. Pourquoi ? Parce qu'on a fixé un principe. On ne peut pas continuer à dépenser beaucoup plus que ce qu'on fait rentrer dans les recettes de l'État. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie, si jamais les recettes sont moins bonnes, si jamais on est amené à réviser la croissance, on prendra les mesures en face pour faire diminuer Quelles mesures ? les dépenses. Non, Vous annoncez bien... La TVA, par exemple, on en parle depuis ce matin, depuis hier peut-être, la TVA. Vous doutez bien que sur je la ne vais pas vous restauration. annoncer comme ça sur un plateau de façon irresponsable telle ou telle mesure. Voilà, il y a un minimum de sérieux à avoir. Mais sans parler de mesures, puisque vous avez employé vous-même le mot de tabou, est-ce que la question d'une augmentation de la fiscalité, d'une hausse des impôts pour financer tout cela, est un tabou ou non ? Non, mais je crois qu'il y a un principe. Ou est-ce qu'on peut parler d'augmentation des prélèvements ? Le principe, c'est que si des efforts doivent être faits, ils doivent être partagés par tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord une diminution de la dépense publique et du fonctionnement de l'État et de l'ensemble de la sphère publique. Ça, c'est fondamental. Et c'est une partie de ce qui est nécessaire. Voilà, il ne peut pas y avoir d'effort s'il n'y a pas ça. La deuxième chose, qui est le deuxième repère pour moi, et ça c'est un repère de droite sociale, les classes moyennes ne peuvent pas être les seules à payer l'addition. C'est le réflexe trop classique. Si des efforts doivent être faits, ils doivent être faits sur les plus hauts revenus, sur la lutte contre les dérives de l'assistanat, et les classes moyennes ne peuvent pas être les seules à porter. Et le troisième repère, on ne peut pas faire porter la charge sur les PME. Et si un effort doit être fait au niveau des entreprises, dans mon esprit, il doit porter sur les plus grands groupes. Mais ce cadrage fait reste malgré tout pendant la question, quel type d'effort et comment on finance tout ça ? Est-ce que dire, oui, il faudra bien augmenter certains impôts, est-ce que c'est quelque chose qui peut être dit sans tabou aujourd'hui à droite ? Quand par exemple on augmente, décision aussi qui n'est pas facile, les tarifications sur la mutuelle, c'est d'une certaine façon, c'est des augmentations qui sont douloureuses. Donc s'il y a des décisions difficiles, on les prendra. Mais il y a un repère, il faut que ce soit équitablement réparti. Après, j'en dirai pas plus, vous doutez bien que je ne vais pas, ici comme ça, alors qu'on vient juste de boucler le sommet et qu'on attend aussi de voir ce que ça va donner en termes d'impact et de confiance dans l'économie, commencer à annoncer tel ou tel dispositif. Ce serait irresponsable. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce sommet permet de redonner de la confiance à l'économie française et à l'économie européenne. Et que ça, c'est une bonne nouvelle, y compris pour nos déficits. Laurent Wauquiez, vous êtes aussi le leader de cette droite sociale. Vous avez fait quelques annonces hier notamment sur le fait de réserver des logements sociaux à ceux qui travaillent. Est-ce que ça, c'est vraiment défendre les classes moyennes en pleine période de crise ? La priorité, pour nous, c'est de repartir d'un diagnostic qui est simple. Depuis 20 ans, les classes moyennes ont reculé dans le partage de la richesse nationale. Les plus hauts revenus ont considérablement profité de la mondialisation. On a renforcé les mécanismes de solidarité nationale et voire même parfois, on est allé jusqu'à ce que j'appelle les dérives de l'assistanat. Les classes moyennes, elles, ont reculé et ce sont en plus celles qui ont payé le plus lourd tribut dans la crise. Notre obsession, et je dis bien obsession au niveau de la droite sociale, c'est de remettre les classes moyennes au cœur du contrat social. Ça passe par 3 types de propositions. Le premier type de proposition, c'est d'abord de dire au niveau des hauts revenus, il faut qu'il y ait une participation à l'effort national. On propose d'interdire les stock options. On propose sur les expatriés fiscaux. Même le PS ne propose pas de le faire, c'est d'interdire carrément les stock options. Plus loin que le PS en fait. Non, c'est une proposition d'ailleurs sur laquelle on peut se retrouver. On interdit les stock options, sauf pour les PME et les startups innovantes. Pourquoi ? Les stock options ont abouti à une logique de création artificielle de valeur. Pour booster le cours en bourse, on épuise des entreprises et on est sur une logique qui est court-termiste. Ça a épuisé, ça c'est le capitalisme de monopoly dont je ne veux pas. Moi je crois un capitalisme d'entrepreneur, je ne crois pas un capitalisme financier excessif. Ça c'est la première chose. De la même manière, sur les expatriés fiscaux, on propose un principe simple. Aujourd'hui vous avez des chanteurs, des sportifs, un certain nombre de grandes fortunes qui vivent en Belgique, à Genève, sauf qu'ils peuvent continuer à vivre la moitié du temps en France. Il n'y a pas une hypocrisie là ? Donc vous les ramenez de 6 mois à 3 mois. Voilà, un principe simple que même les États-Unis appliquent. Vous vivez 3 mois en France, vous payez vos impôts en France. Le symbole est fort, mais Ça ça va pas ramène... forcément plaire à votre électorat, ça. Il y a des choses que je propose qui ne plaisent pas toujours à mon électorat. Et au sein même de ça l'UMP, correspond- si on va plus loin. Oui, mais ça correspond à mes convictions. Et ça correspond à nos convictions de la droite sociale. Alors ça On c'est pour peut les plus faire des revenus, mais il y a efforts. aussi la lutte contre l'assistanat, qui est au cœur de votre projet. Alors ensuite, il y a des propositions qui sont pour les classes moyennes. Et notamment, s'il y a un domaine où il faut aider, c'est l'épargne pour financer les études des enfants. Et là, on a une proposition simple, un plan épargne-éducation, où l'État abonderait au moment de la naissance des enfants, 150 €,
Ensuite, on peut compléter cette épargne tout au long, je dirais, de l'enfance et de l'adolescence, avec un modèle calé sur le plan épargne logement, et ça permet d'avoir un pécule mobilisable au moment où les études supérieures commencent. C'est un sujet majeur pour les classes moyennes. Faire ces études aujourd'hui, même si en France, c'est sans doute le pays européen où ça coûte le moins cher, ça coûte quand même très cher. Ouais, mais alors, vous avez reproché, lors du projet socialiste, vous avez reproché au PS, notamment un certain nombre de prestations, comme l'allocation jeune autonomie qu'ils voulaient faire. C'est en gros l'État qui versait une somme. Là, c'est pas la même logique finalement. L'État dit, voilà, je mets au pot de l'argent pour financer les jeunes. Alors, on s'est astreint à un principe. L'âge n'est pas le même, mais la logique est la même. On s'est astreint à un principe. Toutes nos propositions sont à l'équilibre. C'est-à-dire qu'au total, notre paquet de propositions coûte 0 €. Cette proposition dont je vous parle, c'est 100 millions d'euros de coûts. 100 millions d'euros de coûts à comparer avec la proposition socialiste sur l'allocation RSA pour les jeunes sans condition, qui coûte 15 milliards d'euros par an. Et les 100 millions, vous les trouvez où ? Les 100 millions sur l'interdiction des stock options, le rapatriement des expatriés fiscaux, le fait de lutter aussi contre les cumuls de niches fiscales qui font qu'on a encore 5000 grandes fortunes en France qui n'acquittent aucun impôt sur le revenu. Et puis, il y a cette proposition sur les droits et les devoirs, sur les logements sociaux. Pourquoi ? Aujourd'hui, dans les logements sociaux, on ne prend pas en compte parmi les critères prioritaires celui qui travaille, le travailleur modeste. C'est parfaitement choquant. Quand on fait du social en France, on ne peut pas le faire en oubliant les travailleurs et les travailleurs modestes. C'est pas possible. Ça, c'est pas faire du social. Et la difficulté là-dessus, elle est simple. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut être embauché, par exemple, un boulanger, un artisan, qui veut embaucher quelqu'un dans son entreprise à Paris. La personne qui veut embaucher n'a aucune chance de pouvoir se loger à Paris. Vous prenez une infirmière qui travaille à la PHP, à l'assistance publique, enfin les hôpitaux de Paris. Elle n'a aucune chance de pouvoir accéder à un logement social. Pour autant, son revenu n'est pas un revenu qui est très généreux. Et elle va perdre. On va vous dire que le chômeur, lui, ne pourra pas se loger ? Non. Et c'est là où il ne faut pas rentrer dans ce piège. C'est là où il ne faut pas rentrer dans ce piège tellement facile. Je n'oppose pas le travailleur modeste au chômeur. Je dis juste, il faut aussi qu'on soit capable d'écouter le travailleur modeste. Ça ne peut pas être un social qui est uniquement orienté sur ceux qui sont au RSA ou au chômage. Il faut aussi qu'on soit capable aujourd'hui, et surtout avec la crise, d'écouter la situation de ceux qui vont travailler avec un salaire qui est un salaire modeste. Droite populaire, droite humaniste, droite sociale, est-ce qu'on arrive à s'y retrouver dans toutes ces droites au sein de l'UMP ? Mais tant mieux. Moi, je suis attaché à avoir une famille politique dans laquelle il y a des idées sur la table, dans laquelle on débat. Il y a une chose dont j'ai horreur. Donc une multiplication des courants contre le parti unique, c'est ce que veut le président, c'est bien ça ? Quel est notre problème pour la présidentielle ? C'est pas de faire le concours des petites phrases et des tomates pourries contre François Hollande. C'est pas pour ça que je fais de la politique. Moi, c'est pas ça qui justifie mon engagement. Ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer et d'être au niveau de l'enjeu d'une présidentielle. Il y a deux visions de société. Ces visions de société sont respectables. La vision de société du Parti socialiste est respectable. Moi, je considère que c'est une erreur dans le moment dans lequel on est, mais c'est une vision respectable. Par contre, ce que je veux, c'est que les Français puissent choisir. Et qu'ils puissent choisir pas sur du packaging ou du marketing politique, mais sur le fond des propositions. Et le travail de la droite sociale, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre des propositions sur la table, des réflexions concrètes, des pistes qui peuvent permettre à notre pays de sortir de la crise et de le faire pour les classes moyennes. C'est pour ça que je m'engage en politique. Laurent Wauquiez, on approche de la fin de cet entretien. Revenons à l'émission de Nicolas Sarkozy ce soir. Au-delà de l'explication de la crise, il y a aussi un enjeu personnel et politique de cette émission. À 6 mois de l'élection présidentielle, est-ce que Nicolas Sarkozy peut reprendre la main à travers cette émission et retrouver à la fois crédit, popularité ? Vous savez, je crois que surtout dans la période de crise, les citoyens français qui ont pris beaucoup de distance par rapport au débat politique ne sont précisément plus dans les jeux de marketing ou d'affichage. Ils regardent le résultat. Qu'est-ce qu'ils ont vu hier soir ? Ils ont vu un président qui était là, un président qui s'est battu pour sortir un accord, un président qui a fait les efforts pour protéger la zone euro. Je crois que c'est des choses qui méritent le respect. Et donc un président qui peut gagner en mai prochain ? Un président en tout cas qui a montré qu'il était à la hauteur des enjeux auxquels doit faire face la France. Merci. Donc ce matin, Laurent Wauquiez était l'invité en direct de En route vers la présidentielle sur Public Sénat et Radio Classique. Michael Zamès, merci. À demain sur Radio Classique et Public Sénat.